Comment Jean-Michel Caram est devenu le seul Français à parier sur une technologie que personne ne comprenait. Et comment ça lui a donné un avantage compétitif que rien n'a pu déloger. Un homme qui a réussi, c'est pas un homme qui réussit dans un seul domaine. C'est en tout. Caram, il n'a pas gagné parce qu'il a travaillé dur. Tout le monde travaille dur. Et puis si tu veux être comme Steve Jobs, déjà sois Steve Jobs. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Scientifique au CNRS, il a parié sur la technologie des MEMS quand tout le monde pensait qu'il était fou. On touche à un des miens. Je pense que la France n'a jamais vu un pauvre pareil. Autodidacte du business, il a appris tout ce qu'il sait en lisant des livres et en observant les gens. Donc la première chose, je vais vous regarder. C'est quoi l'image que vous allez envoyer? Réfugié après la guerre du Liban, il a appris à ne faire confiance qu'à son propre instinct Bon, moi je sais manier les armes. et à chercher la loyauté dans tout ce qui l'entourait. Sur son monopole personnel, Jean, comme l'appellent ses proches, est inattaquable. Mes talents, quels qu'ils soient, je les ai toujours travaillés. Personne n'a son CV, personne ne peut le copier. Maintenant tu le sais, ne cherche pas à être bon, cherche à être le seul. Salut Jean-Michel, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. J'ai un premier défi pour toi, parce que tu es l'homme de tous les défis. D'ailleurs, tu viens de sortir ce livre dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que tu pitcherais ta vie si tu passais dans Qui veut être mon associé ? Ma vie ou ma boîte, c'est différent. Ta vie, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Au contraire des autres podcasts, C'est très je vais bien. m'intéresser à ta vie publique. Ta vie privée, si on l'a pas encore, elle est dans ce livre où tu racontes en fait toute ton histoire. Et c'est aussi un super message que tu envoies à tout le monde de finalement, peu importe d'où tu pars, et tu peux partir même avec une dette dans la vie, c'est-à-dire des souvenirs traumatisants, des gens que tu as perdus. Au final, tu as forcément le moyen d'arriver très loin et surtout, si tu vises la montagne, tu atterriras au pire dans la vallée. Donc j'ai beaucoup aimé ce message et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de ta vie vraiment publique et de l'homme que tu es devenu, le businessman. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'entendre Pitcher ma pitcher. vie. Je la pitcherai de cette manière-là. Je suis un enfant né dans la guerre au Liban, qui a grandi dans un foyer aimant, qui lui a permis de se construire malgré le chaos autour. Un homme qui croit en deux valeurs, la liberté et la justice. Je ne supporte pas l'injustice et je peux me rebeller très violemment contre ça. Mais si on me demande de choisir entre la liberté et la justice, je choisirai toujours la liberté. S'il y a un mot qui me définit parfaitement, c'est libre. Et pourtant, aujourd'hui, tu es une personnalité publique. Et ça contient plein de chaînes, la célébrité, la notoriété, c'est des responsabilités aussi, parce que tu es lié à beaucoup d'entreprises, tu as monté un véritable empire. Comment est-ce que tu trouves de la liberté aujourd'hui ? C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que le week-end dernier, j'étais en train de réfléchir à ça. J'étais en train de me dire que je suis peut-être l'homme le plus libre au monde, en tout cas qui veut être le plus libre au monde. Et j'ai quand même réussi avec mon parcours à rentrer dans certains engrenages qui sont très liants. Pourquoi? Parce que la liberté rime avec responsabilité. Quand on est libre, on est responsable. Et le problème, c'est que j'ai tellement de responsabilités maintenant. Et j'ai tellement de gens qui dépendent de moi. Il y a des moments où j'ai envie de tout lâcher et de partir, en fait, m'éclipser complètement. Et tout de suite, je commence à dire: «Ah oui, mais si je fais ça, mes salariés, ça va pas le faire, ma famille, ceci» et tout de suite, ça me refroidit. Quand je pensais à ça, je suis rentré dans une tristesse très profonde, pendant 1 ou 2 minutes en me disant: «Comment j'ai pu me faire cette chose à moi-même, en fait?» Je me suis rassuré en disant qu'il y a personne, qui est irremplaçable. Donc du coup, ça m'a allégé à nouveau et je suis revenu à repenser que je suis libre, réellement libre. Les Français m'ont découvert comme je suis réellement. Je suis devenu quelqu'un qui inspire, beaucoup de monde, des gens qui m'écrivent, modèles et cetera et même la production, l'année dernière, m'a dit: «Jean, attention à la différence de tout le monde. Toi, tu es devenu un modèle, donc tu as une responsabilité». Et moi, j'ai dit: «Mais non, je ne suis pas un modèle» et il m'a dit: «Si, tu dois faire attention, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui te regardent et cetera» et là-dessus, c'est vrai que quand on devient connu et on influence certaines gens, il faut faire attention, parce qu'on peut influencer dans le bon comme dans le mauvais sens. Or moi, en fait, c'est très facile pour moi
parce que je n'ai jamais joué. J'ai toujours été moi-même. On pourrait avoir cette discussion avec la présence de la caméra ou sans, C'est la même et il chose. va y avoir les mêmes mots qui sortiront. Est-ce que ça t'a porté préjudice, justement? Parce que la sincérité, c'est une énorme qualité, mais dans le monde médiatique, c'est aussi un des principaux pièges. Oui, j'ai été élevé avec une manière où on ne ment pas. On appartenait à un groupe au Liban où on disait nous dirons la vérité quelle qu'elle soit, coûte que coûte. Alors je suis très fort en esquive, très très Ça, c'est le fort. média training. Je suis très fort, je suis vraiment impressionnant même en esquive. Si on me coince, quelle que soit la chose, quelles que soient les conséquences, je vais dire la vérité, toujours. Sinon, il vaut mieux rien dire que dire un mensonge ou maquiller un peu la vérité. Ou esquiver, essayer d'échapper à la question, mais jamais dire quelque chose qui est faux, je ne sais pas faire. Ça se voit d'ailleurs. Comment tu gères les inimitiés quand il y a des gens que t'aimes pas et que tu es devant la caméra? Parce que ça, c'est un truc aussi quand on est nature peinture, bah, tu es obligé de te polisser, tu es obligé d'avoir plus de rondeur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a porté préjudice? Est-ce que tu le travailles? Est-ce que tu as des techniques? Parce que la sincérité, c'est aussi ça, c'est être transparent. Et je vous ai dit que je suis un homme libre. Et ma réussite m'a donné plus de force pour être encore plus libre. Et mon âge, encore plus. C'est-à-dire qu'à 30 ans, on accepte beaucoup de choses. Mais quand on vieillit, on se libère, en fait. Pourquoi? Parce que le temps devient tellement important que dans la tête, on dit, mais qu'est-ce que je suis en train de m'emmerder avec celui-là? Et mon temps est compté. Alors pourquoi je perds mon temps? Si je suis confronté à des gens que je n'aime pas, ça va se voir. Parce que je ne ferai pas d'effort. Comment tu gères quand il y a des sujets sur lesquels tu as envie de t'exprimer et on te dit non? Par exemple, dans le livre, tu parles énormément de tes origines, tu parles énormément du Liban, tu parles de religion. Ça, c'est des sujets qui sont tabous sur les réseaux sociaux. Est-ce que parfois, tu as envie de t'exprimer sur ces sujets, mais tu te dis non, j'ai plus à perdre qu'à gagner, ou alors non, parce que c'est pas mon domaine. Comment est-ce que tu gères les moments de colère on imagine que tu peux avoir, surtout en ce moment avec l'actualité? Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit: «À quel point est-ce qu'il y a eu des relectures, des réécritures pour faire quelque chose qui ne blesse, pas, qui ne crée pas de backlash?» C'est des sujets qui sont devenus ultra sensibles. Dans l'écriture du livre, sur les sujets du Liban, je les ai vécus moi-même et vus de mes propres yeux. Et malgré ça, on a fait du travail de recherche. C'est-à-dire, on est parti valider ce que j'ai vu, et surtout que l'histoire du Liban, elle est racontée de 30 millions d'angles. Mais moi, je l'ai vécu réellement. Alors, si on me pose des questions sur le Liban, je vais dire exactement ce que je pense, quitte à vexer beaucoup de monde. Si on me pose la question sur ma religion, j'ai toujours affiché ma croix. Toujours. Elle pend. Et je ne l'enlève pas. D'ailleurs, on me dit toujours, et quand il y a les caméras, ils veulent cacher ma croix. Et moi, j'ai dit non. Vous touchez pas à ma croix. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de respect pour toutes les religions. Et d'ailleurs, j'ai défié quelqu'un de tenir face à moi dans le sujet de la religion. J'ai lu tous les livres saints plusieurs fois, la Torah, le Talmud, le Zohar, la Bible, j'ai lu le Coran plusieurs fois. Moi, j'ai choisi en quelque sorte ma religion, même si je suis né chrétien, mais je l'ai choisi, mais je ne cache absolument pas qui je suis. C'était ma condition pour participer à M6, c'est que j'apparaîtrais comme je suis, vous me garantissez ça, et je dirais oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça que M6 et la production ont accepté que les jurés changent d'habit. Avant, ça n'arrivait pas? Ah bon? Ils étaient habillés pareil, en mode Playmobil? Tu choisis, enfin, il fallait choisir l'habit Ouais. une fois, et toute la saison, c'est Tu le étais même habit. habillé pareil? Oui, parce que c'est plus facile pour la prod. On coupe, on met ça là, on tourne en journée. Une journée, c'est 6K. Et après, on ne les met pas dans l'ordre du tournage. 6K d'études, pas Ouais, 6K, 6 000 €. ouais, ouais. Au cas où, on sait jamais. Oui, 6K CAS. Une journée, c'est 6K. Et du coup, par exemple, on peut prendre le premier cas du jour 1 avec le deuxième derrière. Et on monte les épisodes en fonction pour que ça soit plus dynamique, etc. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, bah non, moi, mes habits, ça fait partie de moi. Donc, et c'est à partir de là où
tout le monde a eu le droit de changer d'habit et c'est devenu Babelwed. Tu as donné un coup de pied dans la fourmilière. Donc en fait, aujourd'hui, il y a pas de moment où tu as envie de t'exprimer publiquement sur ces sujets-là? Ça n'arrive pas? Si, on me pose la question. Là, récemment, on m'a posé des questions sur le Liban, la guerre avec Israël, etc. On m'a posé la question et j'ai répondu tel que je la pense. Bon, bah, ça excite un peu, Ouais. mais Tu lis les commentaires? Tu réponds euh, pas, mais est-ce que tu lis? je réponds à tous les messages privés, D'accord. 100%. Et c'est vraiment toi? Oui, message privé, c'est moi. Mais tu fais ça quand? Entre 4 et 6 heures du matin? Je dors très peu et je suis extrêmement efficace. En fait, je considère que les réseaux sociaux, c'est des réseaux sociaux. Mmh. Quand quelqu'un s'abonne à vous, c'est pas pour parler à ma community manager ou à je ne sais qui. Autant ma community manager va gérer les posts, tout ce qui est dynamique du compte Mmh. et contenu, autant les gens, ils m'écrivent, ils veulent avoir une réponse de moi, pas de quelqu'un d'autre. Tu pas un Euh, système de filtre, par exemple, tu qualifies et tu dis: «Bah, là-dessus, j'ai pas besoin d'intervenir si la personne te demande l'heure du live, c'est la CM. Par contre, si c'est un message plus personnel, ça finit par arriver à toi». Moi, j'ai stratifié comme ça, par exemple. Le seul problème, c'est que j'ai énormément de messages privés, très privés. Suite Et à ton podcast un peu chaud avec madame Borgia, tu m'as raconté en off. je partage très peu sur ma vie privée. On remarque bien, même Ouais. ChatGPT, il n'arrive pas à savoir. La seule entorse que j'ai fait, c'est quand j'ai appelé Eva Group. Eva Group, Mmh. on m'a dit pourquoi tu l'as appelé Eva et j'ai dit une fois, c'est les initiales de mes enfants, de mes jumeaux. Mmh. C'est la seule entorse. Et c'est là où on a su que j'ai des enfants. Parce que j'ai pas de signe distinctif exprès. Ouais, tu parles un peu, mais tu parles de enfin, du fait que, la mort des enfants, est quelque chose que tu avais compris, ton père, ce qu'il avait ressenti la soirée de tes 18 ans, parce qu'il s'est passé quelque chose de dramatique dehors. J'ai grandi avec une notion, c'est que quand on veut te faire du mal, on fera du mal à ceux que tu aimes. C'est le schéma que tu as vu, aussi, dans lequel tu as grandi. Oui, c'était comme ça que j'ai été élevé. Mmh. Donc, du coup, bah, on cache ceux qu'on aime. Il y a beaucoup de réflexes qui viennent encore de la guerre. C'est-à-dire, moi, quand je rentre dans un restaurant, je vois tous ceux qui sont dedans tout de suite. Et moi, j'ai une mémoire très visuelle. Je rentre, moi, je regarde tout le temps. Je sais qui est derrière moi. C'est un truc instinctif, en fait. Quand je vais à la gare, il n'y a jamais beaucoup de monde derrière moi, sauf quand je marche. Et je marche vite. Quand je vais m'arrêter, j'ai toujours des réflexes qui sont de la guerre, parce que dans la guerre, tout ce qui est derrière soi, on ne le voit pas. Donc, s'il y a un acte de terrorisme, etc., bah, on ne le voit pas par derrière. Donc j'ai toujours un mur, un machin, pour que ce soit toujours frontal. Et ça, c'est des choses, je rigole parfois, parce que je me dis, mais Jean, t'es en France quand même, calme-toi. Bah, Mais oui bon, et non, parce que malheureusement, ça revient. c'est Éric Larchevêque qui avait écrit sur la mexicanisation de la France suite à ce qui s'était passé avec son associé. Ouais. Et je pense Anthony Bourbon a dit publiquement qu'il avait beaucoup de garde du corps. Toi, t'as pas de garde du corps, par exemple? Si, gêné, Si? il vous parle. Je suis Ouais. l'homme le plus gentil du monde. On ne peut pas avoir un cœur plus blanc que le mien. Ça n'existe pas. Et Et je ça fait de peux... toi une bonne cible. Ouais, mais il touche, on touche à un des miens. Je pense que la France n'a jamais vu un fauve pareil. Je mets toute ma vie à côté, mais tout. Je m'en fous. Et je suis prêt à tout. Moi, j'ai été... Je m'en fous, quoi. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Et ils regretteront le jour où ceci se produit. Donc, comment tu assures ta sécurité? Si tu as pas de garde du corps, tu nous as dit les signaux. D'ailleurs, il y a un super bouquin que j'ai lu, je vous mets dans la description, sur la sécurité. C'est un bouquin américain qui est écrit par une nana incroyable et ça raconte en fait tous les gestes et les réflexes qu'on n'a pas quand on. Moi, j'ai grandi à Paris. Quand je regarde ma vie jusqu'à mes 20 ans, je faisais n'importe quoi. Enfin, vraiment, je rentrais de soirée, je prenais le premier métro à 5 heures du matin avec mes chaussures à talons à la main. Enfin, j'ai fait n'importe quoi quand j'étais jeune. Malheureusement, les attentats nous ont aussi appris à quel point on n'était pas préparé. Personne, la formation premier secours, personne ne l'apprend. C'est des choses évidentes de ne pas se mettre à côté des vitres. Rien que là, ce qui s'est passé à Dubaï, en fait, on se rend compte que du jour au lendemain, il y a eu la Covid. Demain, on peut être victime d'autre chose. Bien sûr. Et toi, est-ce qu'il y a des gestes de sécurité dans ta vie publique qui sont
pour toi ultra salvateur? Tu vois, nous, par exemple, nos clients chez Agence Personnelle, même avec peu d'audience, on leur dit de ne pas poster des photos de chez eux parce qu'en fait, maintenant, avec, les IA, Bravo. c'est encore plus reconnaissable. Il suffit de voir une devanture d'une maison et on peut identifier où est-ce que tu habites, de poster leur story en différé. Est-ce que tu as des règles comme ça, que tu Ouais, t'appliques? c'est une des choses que j'ai fait, c'est qu'il y a aucune photo sur ma vie privée Mmh. et jamais je poste, quand je suis à l'endroit. C'est après. C'est toujours après. Moi, je suis entraîné. Si on m'affronte comme ça directement, c'est pas bien. On voit pas parce que tu es assis, mais tu es quand même super grand, hein. Ouais En et je suis musclé, hein, donc même à 56 ans. Bon, moi, je sais manier les armes, hein, Mmh. donc on va dire, c'est naturel pour quelqu'un qui vient du Liban. J'ai adoré cette histoire aussi, en tant que végétarienne, ça m'a beaucoup touchée. Quand tu racontes que tu faisais de la chasse et que tu étais, Ouais, j'étais le un Top meilleur. Gun. J'étais un Top Gun plusieurs fois de suite. En fait, quand on chasse dans des endroits comme au Yorkshire et cetera, c'est une chasse comme des rois, en fait. Il y a des beaters, il y a des chiens, et en fait, on rabat le gibier, c'était Ouais. pas des animaux. J'ai jamais chassé des animaux Oui, qui courent. c'était C'est des toujours été des plumes, en fait, mmh. des oiseaux, mais malgré tout, ça reste des animaux. Je tire tellement bien que j'ai tiré un coup, 2. Et j'avais à côté de moi ce qu'on appelle un loader. Donc je balance le fusil, il me redonne un Ouais, autre étanche. chargé Ouais. et je tire. On ne voit pas ce qu'on tue, en fait, parce que dès qu'on tire, Mmh. l'oiseau tombe et il y a quelqu'un qui le ramasse. Il y a le chien ou le bit, Ouais. voilà. Et jusqu'au moment où S'il tombe à un tes pieds. des machins est tombé sur moi. Et je l'ai ramassé pour le donner et j'ai vu ses yeux. Et ce fut la dernière fois que j'ai tué quelque chose. Et les soubresauts et les Ouais, tu parce vu qu'en ça? fait, j'ai vu ses yeux, réellement, la vie sortir de lui et c'est la dernière fois que j'ai tué quelque chose, depuis, peu importe ce que j'ai tué, mais voilà. Mais attends, tu nous inquiètes là. Même un insecte, quoi. Là, aujourd'hui, une araignée, je la sors, je la mets dehors. Je tue pas. Hier, une araignée qui m'énervait, mais parce qu'elle va dans un coin, machin, je me suis dit: «Bah, elle va peut-être rouler sur moi». Mais bon, je l'ai laissée. Je l'ai laissée vivante parce que je me suis dit: «Tu vas pas la tuer». J'espère que plus personne ne me repousse à tuer. On va revenir à un sujet un peu plus léger. Tu parlais d'apparence. J'ai adoré ce que tu as dit dans le livre. Tu disais en fait marre de cette conformité, de cette apologie des Steve Jobs, de cette époque de clones. Je pense que Paris, c'est un bon univers de clones aussi, parce que c'est vrai que tout le monde s'habille pareil et particulièrement chez les start-upers. Jean brut, t-shirt noir, le col roulé à la Steve Jobs. Qu'est-ce que, la tenue, pour toi, peut apporter à un entrepreneur et comment est-ce que toi, tu as utilisé l'apparence comme une singularité ou un unfair advantage? Il y avait une phrase au-dessus de chez moi, c'était écrit: «Connais-toi toi-même». Je considère que la modestie est un défaut. L'humilité est une qualité, mais pas la modestie. Il n'y a rien de mauvais de connaître qui on est et d'ailleurs, dès qu'on dit que je suis modeste, on ne l'est plus, hein. Rien que le fait de le dire, on ne l'est plus. J'ai amplifié ce phénomène. En réalité, qu'est-ce qui est le pire qu'on a donné à des humains pour leur faire du mal? On leur a enlevé leur nom, on leur a mis des numéros. On les rase et cetera, enfin donc mais on les rend personne, en fait. Qui a envie d'être comme tout le monde? Personne. La personnalisation, la singularité est quelque chose qui est né à notre ADN. Notre ADN est unique et puis le premier contact, il est visuel. Tout le monde doit le savoir. On n'arrive pas en hurlant. Ouais, c'est pas possible. Enfin, ça dépend qui, mais Ouais. Mais donc, la première chose, je vais vous regarder. C'est quoi l'image que vous allez envoyer? Quand vous vendez un appart, les 90 premières secondes sont primordiales. Vous mmh pitchez, la première minute est hyper importante. Vous avez attiré mon intérêt ou pas, où je vais dormir, mh, etc. Et puis, si tu veux être comme Steve Jobs, bah, déjà, sois Steve Jobs. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Toi, tu démarres, ta boîte, machin, tu es habillé n'importe comment. En fait, en France, il y a 2 clowns pour moi. Il y a ceux qui s'habillent comme ça, parce qu'ils imitent Steve Jobs et ils ne le sont pas. mmh. Et puis en plus, tu prends toute la culture de la Silicon Valley. Or, tu n'as jamais été dans la Silicon Valley. C'est autre chose, la Silicon Valley. C'est un autre état d'âme, c'est un autre esprit, etc. Moi, j'ai vraiment passé tellement de temps dans ma vie là-bas. C'est pas pareil. Donc, quand tu es là-bas, c'est différent. Tu te différencies par autre chose d'ailleurs. Mais ici, tu es comme tout le monde.
Et puis, il y a les autres qui s'habillent, mais d'une manière folklorique, où ils mettent, par exemple, des costumes et en bas, des chaussettes Adidas, des chaussures abîmées. Enfin, il y a des choses qui sont... à la fin, on Ça, regarde que c'est les ça. gens qui télétravaillent. Ils Mais à mettent la juste fin, le ouais. haut chic bas Ah oui. choc. Et puis, ils se lèvent à un moment donné et ils sont en caleçon. En fait, il faut envoyer un message de qui on est. Il faut faire l'effort. Et honnêtement, dans ma vie, ça a joué, hein. Ça veut dire que moi, c'est pas parce que je suis à la télé que je suis habillé comme ça. Mm. C'était la condition pour que je participe à la télé, c'est que je sois habillé comme je suis habillé. Mais ça vient d'où ce besoin que justement tout soit spécial? Est-ce que ça fait partie? Moi, j'ai besoin de regarder un miroir Ouais. et de me dire, c'est bien, je suis beau. Le regard des autres m'importe très peu, en fait. Mhm. Et ça se joue à quoi alors? Ça te donne énormément de confiance. La confiance, c'est déjà un sentiment interne où on dit je peux. Et il est cumulatif. Plus on réussit, plus on est confiant. Mhm. C'est simple. Ronaldo, il descend sur le terrain, pas en tremblant, parce qu'il a gagné tellement de coupes, c'est les autres qui tremblent. Ça dépend. Tu trouves pas que plus on a de réussite, plus on a d'enjeux et Le plus on a risque la peur de devient décevoir, plus élevé. l'aversion à la perte? Évidemment, vous vous rendez compte, là, quand je cotais Eva Group, Ouais. ma deuxième cotation après 25 ans, et que face à moi, il y a une guerre. Et une guerre, c'est un stopper pour les introductions en bourse. Stopper, direct. Et ben, je me suis dit, Jean, si tu tombes, tu te rends compte, tu vas faire la une de beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est la première fois que je stresse, en fait, d'ailleurs. J'ai stressé. Et moi, j'avais pas l'habitude de stresser. Et heureusement que j'ai pas l'habitude, parce que c'est pas agréable comme sentiment. Je me suis battu vraiment pour sortir la chose, et je l'ai sorti. Mais c'est vrai que plus tu montes, plus la chute est haute. Donc ça, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que on a envie de regarder quelqu'un qui est beau physiquement Mm. plus que quelqu'un qui est moche? Si. Les gens mentent. Oui, il y a un beauty privilege, mais Bah oui. aussi, Et les gens mentent. C'est la réalité. Et moi, mon physique a joué dans ma vie. Moi, j'arrive, je suis grand, ça impose en fait. Et donc les gens, ils te regardent. oui, mais la Ça va réussite très vite. amène la beauté, hein. La réussite amène la beauté. Moi, je peux te Je donner pense plein que d'exemples, mais c'est pas un peu plus. Rubinstein qui a dit, par exemple, pour les femmes, il n'y a pas de femmes moches, il y a des femmes fainéantes. C'est l'allégorie du talent, parce qu'on a parlé Mhm. religion, que Jésus a fait. Aujourd'hui, on dit, vous avez du talent. Mm. Mais en fait, le talent, c'était une monnaie, hein. C'était pas, c'est devenu ça. L'allégorie, elle dit, il y a un maître qui laisse à 3 de ses serviteurs un talent à chacun, puis Mhm. il part et il dit, bon, faites fructifier le temps. Donc, quand le maître est arrivé, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il y en a le premier, il lui dit, voilà mon maître, moi, vous m'avez donné un talent, j'en ai gagné Mhm. 10 et je vous les donne. Bravo, il le félicite, etc. Le deuxième, il dit, bah, moi, j'ai travaillé, j'ai pas eu autant de chance que l'autre, mais j'en ai fait 5 avec l'un, il le félicite, machin. Et le troisième, il dit, bah, moi, je vous connais, je sais que vous êtes très dur, hein, machin, donc j'ai eu peur de tout perdre. Et je suis parti, j'ai creusé un trou au sol, je l'ai caché. Et là, maintenant que vous êtes revenu, voilà votre talent. Voilà, et comme ça, il n'y a pas de risque. Et le maître le bannit, il le vire. Il dit va loin de moi, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tous un talent reçu initialement. La nature ou Dieu ou ce qu'on veut nous a donné un certain talent. C'est pas important le talent qu'on reçoit. Mm. C'est ce qu'on fait de ce talent qui compte. Comment tu as trouvé ton talent, toi? Moi, je vais choquer si je réponds. Mon frère Georges était gamin. Entre moi et mon aîné, il y a 8 ans. Donc, il y a une relation assez particulière parce qu'il s'est occupé de moi, etc. J'avais, je pense, 6 ou 7 ans et il m'a dit, un homme qui a réussi, c'est pas un homme qui réussit dans un seul domaine. C'est en tout. Tu seras un homme comblé si tu as réussi dans tes études, tu fais du sport, tu réussis dans le sport, tu réussis ta vie amoureuse, sociale, etc. Et c'est là-dessus que tu seras, on pourrait dire que tu as réussi. Si tu as seulement étudié à l'école et c'est tout, et tu es bien à l'école, bah, c'est hachi. Et cette phrase, j'ai écouté, et dans toute ma vie, je me suis dit, c'est une phrase que j'ai vraiment gardée.
Et d'ailleurs, c'est facile. Quand j'ai fait des études, bah, je n'ai pas arrêté avant d'aller au plus haut niveau, Mmh. qui est le doctorat, après mon ingénieur et mon master, doctorat, et j'ai dirigé même des thèses. Mmh. Quand j'ai fait du sport, j'ai été jusqu'à l'équipe nationale. À chaque fois que je rentre dans des trucs, j'ai fait du business. Voilà, pour moi, dans ma tête, j'ai cette quête, bien sûr, Mmh. quête de perfection. Alors moi, j'ai une quête de perfection continue. Moi, quand je fais une erreur, j'ai pas idée qu'est-ce que ça me mange de l'intérieur. Mmh. Et là, ça me fait tellement mal que le lendemain, je fais plus cette erreur. Mmh. C'est pas possible. Et moi, j'ai jamais jeté mes fautes sur les autres. Hein. Je dis pas on a échoué parce que l'autre con, il a pas fait son job. Hein, c'est toujours moi la responsable. Même moi, chez moi, parfois il y a des salariés qui font l'erreur Mmh. et je dis c'est ma faute Mmh. puisque je considère que je suis le responsable de tout le monde. Mes talents, quels qu'ils soient, je les ai toujours travaillés. Et tu dirais que c'est quoi aujourd'hui? Si tu Qui je devais en suis, citer 3 talents que j'aime, que tu as identifiés? je suis quelqu'un qui vit avec ses convictions, Mmh. qui a une Intégrité. chance. Après, je suis, j'ai un cœur qui n'appartient pas à ce monde, malheureusement. Je suis loyal, très loyal. Mais on me rend un petit service, c'est jusqu'à la mort. Mmh. Je me rappellerai de ça et c'est pas possible que ça sorte de ma tête. Et nous, au Liban, on dit ne jette pas une pierre dans le puits que tu as, Oui, là où bah, tu as bu, OK. Là, nous, c'est, mordre la main qui t'a été qui t'a tendue. nourri. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui viennent transformer ta vie. Comment tu peux les trahir, ces gens? Mais comment? Comment tu arrives à dormir derrière ça? Eh ben, il y en a plein qui dorment, hein, tranquille. Mmh. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Mais c'est de l'incompétence aussi. Bah, dans la mafia, ces gens-là, on les tue, hein. Donc c'est simple, on trahit, on est mort. La loyauté, c'est quelque chose qui est important. Pour moi, quand je cherche mes talents chez moi, il y a des gens compétents, il y a plein les rues, hein, beaucoup. Mais des gens compétents et loyaux, Mmh. tout de suite, là, le nombre, il devient tellement petit. Et chez moi, on ne peut pas m'approcher si on n'est pas loyal. On ne peut pas m'approcher, hein. C'est pas possible, hein. Et d'ailleurs, il faut regarder autour de moi, mon staff, Mmh. mais ils sont tous loyaux. Et Comment tu recrutes alors? je regarde les valeurs des gens. Je regarde comment ils sont élevés. Et en fait, les gens sont tous bien élevés. En tout cas, ils vont vous dire qu'ils sont bien élevés. Il faut observer les gens. Il faut les observer et les observer longtemps. J'avais des vice-présidents autour de moi dont je me suis débarrassé. Ils se reconnaîtront peut-être s'ils écoutent ça. Ah non, si je reçois des Euh, pigeons morts, ça va être de leur part. Dans les périodes dures de Memscap, j'ai dû virer des gens. Et quand je licenciais des gens, ils étaient à côté de moi. Il y en a un en particulier dont je pense. Et il me disait, mais regarde cette enflure, avec tout ce que tu lui as fait, avec tout comment tu le payais, avec tout machin. Là, regarde comment il se comporte alors que tu le licencies. Vraiment, c'est quelqu'un d'ignoble. Et lui, quand ce moment est arrivé pour lui, Il a fait pire. il a été le plus ignoble de tout ce que j'ai connu d'ignoble. Donc, en fait, il faut regarder les gens, il faut les observer. Moi, je recrute les gens qui sont heureux. Ça, c'est la principale qualité. Moi, j'ai par exemple ma DRH. Personne ne sait combien de batailles de santé elle a eu. Mais des batailles, hein, c'est pas des maladies de malades, quoi, de trucs qu'on ne sait même pas comment les prononcer, tellement c'est compliqué. Et je coupe ma main si quelqu'un sait. C'est impossible. Et même ses enfants, ils ont pas su. Elle s'est battue une fois contre un cancer. Il y a que 2 personnes qui savaient, son mari et moi. Tous les autres, même ses enfants, elle voulait les protéger parce qu'ils avaient un concours ou un truc. Me dis pas ça, c'est ma phobie que ma mère me fasse un truc comme ça, je Ouais, pense. mais en fait, moi, je lui ai gueulé à l'époque. Elle me dit: «Mais non, il faut qu'elle réussisse son concours, c'est jamais de la vie». Et en fait, la vie, parfois, elle peut être dure avec certaines personnes, mais ces personnes, s'ils sont de bonnes pattes, ils sont quand même malgré tout des gens heureux, positifs, et cetera. Et moi, je cherche ces genres de gens parce que j'ai pas trop envie d'être avec des gens emmerdants et j'ai pas envie d'être triste. Ça suffit, quoi. Parce que les hard skills, et particulièrement dans l'ère de l'IA, ça devient moins important que les soft skills. Bien sûr, et encore mieux les mad skills, et c'est ce dont on a parlé aujourd'hui.
les compétences. Tu connais les mad skills? Non, j'ai jamais utilisé ce mot. C'est des compétences rarissimes. En gros, hard skills, c'est des compétences que tu peux apprendre. Soft skills, c'est les compétences relationnelles. Et les mad skills, c'est tes talents. C'est des compétences extraordinaires. Donc, par exemple, pour toi, ça peut être la résilience, ça peut être l'optimisme, ça peut être la loyauté. Typiquement, pour moi, une de tes mad skills, c'est ce que tu as fait au début avec Memcap. Même SCAP. Memscap, tu as parié sur une techno sur laquelle personne n'aurait parié et qui aujourd'hui est partout. Et tu vois, typiquement, ça, c'est une mad skill. C'est en fait, t'étais sur le 0,001%, tu as créé ta niche et c'est ça une mad skill. Et c'est ça que je pense que les gens devront cultiver à l'ère de l'IA, des compétences extraordinaires. Comme moi, typiquement, le marketing personnel. En fait, personne ne faisait ça en France et je me suis dit, bah, je pourrais faire du marketing comme 95% des gens. Mais en fait, si je vais chercher le petit truc qui n'est pas encore arrivé sur le marché, ça peut ça peut faire des petits. C'est encore une fois la singularité. Oui. C'est très important. Ouais. Et des compétences qui ne s'apprennent pas aussi, qui ont trait, tu vois, à ton vécu, à tes valeurs, à un truc qui touche quelque chose. Toi, par exemple, c'est ce que tu appelles dans le livre la beauty longevity. Typiquement, en fait, tu es persuadé que c'est le truc qui va sur les prochaines années te passionner. Et moi, j'ai ça avec le marketing personnel. Je me dis, c'est ma vision de leader. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que derrière, tu n'as pas bougé et tu es capable de faire toutes ces acquisitions de société et de créer un schéma vertueux. C'est vrai, avec Memscap, j'ai misé sur les memes. Mais quand je suis arrivé dans la beauté, je me suis dit, mais si je veux faire ce que L'Oréal fait, mais j'ai aucune chance. Donc, il faut que je fasse différemment. Et je suis arrivé avec Yoma, qui est la marque de la personnalisation, Ouais. puisque c'est l'inverse de à moi, c'est le pionnier. Qui Et est en niche fait, chez le qui est dermato. à moi pour les gens, mais c'est à Ouais. moi pour moi aussi. Je l'ai faite pour moi, Mm. d'ailleurs. Et comme je fais aujourd'hui la Beautiful Longevity, pour moi, Ouais. moi, j'ai une hantise de vieillir. Autant la mort ne me fait pas peur, autant la vieillesse, mais ça me fout droit. Et c'est quelque chose que je supporterai pas, en fait. C'est quelque chose qui vraiment me travaille tous les jours. Et du coup, j'essaye d'éloigner l'échéance de la chute. Et du coup, j'ai fait de ça un business, en fait. Parce que je suis convaincu que si je ne le fais que pour moi, il ne sera pas très puissant. Par contre, si je fais avec ça une société, j'aurai tellement de moyens que je vais en gagner plus. Et pas qu'en argent. Parce que je pense que ce qui te fait vraiment peur avec la vieillesse, c'est l'incapacité. Parce qu'en fait, ta liberté à toi, c'est faire des choses, développer tes projets. On voit à quel point, enfin là, tu es encore en train de préparer des nouvelles acquisitions. À la fin du livre, du coup, tu finis sur ce passage de l'aigle. La lion L'aigle, et de c'est aussi l'aigle. le conquérant, Ouais. C'est le visionnaire le qui va de visionnaire. loin. Moi, ma question de fin, c'est qu'est-ce que tu as envie cette année, parce que je pense sur les prochaines années, tu as encore trop de choses à accomplir, mais cette année, c'est quoi le truc le plus fou que tu vas faire? À chaque fois que je termine une année, j'ai dit, oh putain, oh là là, cette année, c'était magique, hein. On a fait tellement de choses. Et l'année prochaine, bah, c'est encore pire. Là, cette année 2026, 2025, l'année a démarré très, très dur. Elle a terminé en fanfare avec l'acquisition de My Little Palace, etc. 2026, elle a attaqué très, très, très fort avec l'introduction aux bourses de Eva Group. Mais cette introduction, elle a un objectif. L'objectif, c'est faire beaucoup d'acquisitions. Actuellement, je travaille sur 4 ou 5 acquisitions, en fait. Il y a une chose que je fais toujours, moi, c'est que j'ai une vision. Je n'ose pas trop parler de là où je veux aller, pas superstitieux. C'est un proverbe juif qui dit l'homme planifie et Dieu rit. Donc, à chaque Et fois que tu bosses sur une innovation, NDA, et tu protèges. je dis même à mes équipes, les plus proches, Mm. et je leur dis quand il faut bouger. C'est le moment de l'action. Et là, par exemple, j'ai un truc que je suis en train de faire qui est très, très grand. Première réunion, demain. Mes équipes vont être exposées pour la première fois. Mm. Ça fait je sais pas combien de temps que je travaille dans ma tête, je travaille avec l'IA, je fais les trucs, j'ai dit, ah tiens, c'est comme ça, je vais faire ça. J'ai rencontré des milliers de personnes pour faire le truc. etc. En fait, les gens, ils savent pas quand je les rencontre, pourquoi je les rencontre. Et moi, je rencontre jamais les gens pour une seule raison. Jamais. D'accord. Jamais, jamais. Ah, mais je suis pas là, bah, c'est pas uniquement pour le podcast. Jamais. Moi, je pense que je suis protégé. Je pense que je fais ma vie, elle n'est pas simple. Une vie, j'ai une raison pour cette vie. Et du coup, je pense que beaucoup de forces essayent de me rendre encore plus fort.
parce que je suis quelqu'un qui fait du bien, en fait. Franchement, il y a peu de gens qui ont cette chance. Euh, là, au début, j'avais ça, mais je n'écoutais pas, en fait. Au début, les choses m'arrivaient, et c'est ce que les gens appellent les signes, etc. Et moi, je ne prenais pas ça au sérieux. Donc, parce que moi, je suis un rationnel, hein, je suis un scientifique pur. Pour moi, pour croire en Dieu, il a fallu que je prouve son existence. Donc, c'est très, très loin hein, dans la notion scientifique. Et à un moment donné, à chaque fois, je faisais un peu autre chose que ça et je prenais une raclée. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, peut-être que je dois écouter. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à suivre les signes. Et à chaque fois, ça a été incroyable. Et Attends, tu dis que aujourd'hui, tu as prouvé l'existence de Dieu oui. parce que quand tu as écouté ces signes... Non, j'ai prouvé l'existence de Dieu parce que mathématiquement, aujourd'hui, probabilistiquement, si on fait les probabilités, il y a beaucoup plus la probabilité qu'il existe qu'il n'existe pas. En fait, en maths, on essaye toujours de prouver l'existence de quelque chose. La méthode basique, c'est on dit cet ordinateur ou cette tablette est sur la table, et ben on va prouver qu'elle est sur la table directement. On prend, est-ce que Dieu existe? Quelles sont les preuves, les choses qui disent, ah bah tiens, pas les preuves, les choses qui disent que Dieu existe? Et quelles sont les choses que Dieu n'existe pas? Il y a beaucoup plus de choses que Dieu existe que Dieu n'existe pas. Et moi, j'ai senti dans ma vie personnelle la présence de Christ pour moi, etc., qui a influencé ma vie. Et je pense vraiment que j'avance sur un chemin et ce chemin, il a un sens. J'ai un partenaire de business qui dit il y a des gens qui ont une étoile et il y en a d'autres qui regardent les étoiles. Et Jean, en parlant de moi, il a une constellation qui le suit. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. J'ai une chance inouïe. Les gens qui viennent sur ma route, ils ne sont pas sur ma route pour rien. Et moi, j'ai fait une chose dans ma vie qui est très, très importante. J'ai toujours dit ça. Je ne veux pas rentrer dans la vie de quelqu'un sans l'améliorer. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis rentré dans la vie de quelqu'un, peu importe, j'ai essayé que la situation après qu'il m'ait connu soit meilleure qu'avant qu'il m'a connu. Toujours. Je n'essaye jamais de faire du mal aux gens, en fait. Je veux leur faire du bien dans leur vie. Et il y a des gens qui me rencontrent et bien, bien plus longtemps, on se rend compte pourquoi ils m'ont rencontré. Et du coup, moi, vu que j'ai vu ça beaucoup, et vu que moi j'observe tout, je suis un très grand observateur, hein, très, très, très grand. Et ben maintenant, je suis convaincu que je ne rentre pas dans la vie des gens pour rien. Et j'essaye d'être un rayon de lumière, un photon dans leur vie, plutôt que d'être une quantité de noirceur. Merci, c'était un très très beau message de fin. Merci Jean-Michel. Où est-ce qu'on peut t'écrire? Je pense que tu as donné envie à plein de gens de t'envoyer les fameux messages sur Instagram auxquels tu réponds. On n'aurait peut-être pas dû dire ça. En fait, Si. TikTok, je suis beaucoup moins. C'est ma communauté Ouais. manager qui le gère. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça marche. Mais nous, on est des vieux, on va pas trop sur TikTok Voilà, ici. mais même si ma communauté sur TikTok, c'est vraiment balai, là. Il y a beaucoup de monde. Mais Instagram, je suis. LinkedIn, je suis. YouTube, ma chaîne Entrepreneur en vol. Donc voilà, mais on peut m'écrire là où vous voulez. J'essaie de répondre. Merci d'être venu. Merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.